Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors, comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie de Philippe Besset, président de la FSPF. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Et sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, lors du congrès de Lille le week-end dernier, le directeur général de la CNAM, Thomas Fatome, a confirmé l'entrée en vigueur du remboursement de l'administration des vaccins le 7 novembre et non pas le 1er octobre. Quelle est ta réaction ? Alors déjà, ma première réaction, c'est de remercier les organisateurs du congrès et tous les gars du Nord. C'était un congrès génial. Il y avait du monde, on a appris plein de choses, donc c'était vraiment super. J'espère que ça met une grosse pression à Montpellier pour faire mieux l'an prochain. Pour répondre plus précisément à la question, les deux interprétations sont juridiquement bonnes d'après notre service juridique. On aurait pu imaginer faire le 1er octobre. L'assurance maladie et le ministère ont choisi le 7 novembre. C'est dommage pour les assurés sociaux, c'est dommage pour les gens de perdre un mois pour l'administration des vaccins. En réalité, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on ne va pas s'attarder là-dessus à la fédération, d'autant qu'en réalité ou également, ce qui compte, c'est la date du 1er janvier pour avoir l'acte complet incluant la prescription du vaccin. Parce qu'en réalité, là où le pharmacien apporte une plus-value, c'est quand il peut faire la séquence complète, où il détecte l'éligibilité, où il donc va chercher le vaccin qui est dans le frigo et où il l'administre en même temps à la personne et il le trace sur le dossier patient. Donc ça, sur le dossier vaccin. Donc ça, c'est ce que j'attends et c'est donc ça, c'est le 1er janvier. Donc administration 7 novembre, prescription et administration 1er janvier. Et Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de Santé, a annoncé au Congrès de Lille, et ça a été confirmé donc mardi, l'extension des compétences vaccinales pour les enfants. Donc à partir du 1er janvier 2023, le pharmacien pourra prescrire et administrer les vaccins pour tous les vaccins à partir de 5 ans, pour les vaccins non vivants. Pour tous les vaccins non vivants à partir de 5 ans. Donc ça concerne le rappel de Revaxis et ça concerne donc le vaccin HPV pour à partir de 11 ans. Donc c'est très important. Maintenant, on va donc devenir à partir de 1er janvier 2023, l'acteur clé de la vaccination. Il est important de s'y préparer et c'est, je crois, le message qu'il faut retenir. Les bisbilles entre le 1er octobre et le 7 novembre, oublions. 7 novembre, administration, 1er janvier, l'acte complet incluant la prescription. Voilà, donc rendez-vous 1er janvier. Dans une lettre ouverte, la FSPF invite les pharmaciens à s'engager dans la sérialisation, malgré tes réserves sur le dispositif depuis le début de cette histoire. Alors ça y est, il faut y aller ? Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Mes réserves n'ont pas changé, mais pas sur le fond de ce dossier. En revanche, on ne pourra faire évoluer la situation que si le dispositif démarre. En fait, nos confrères européens ont tous démarré. Ils trouvent que ce n'est pas bien de ne pas les suivre pour essayer, malgré nos réserves, de montrer par la preuve que le dispositif doit évoluer. C'est une loi européenne, donc il faut respecter la loi et puis en même temps nous risquons donc une amende importante pour la France. C'est la France qui paierait, donc on parle de centaines de millions d'euros d'amende et à partir du 1er janvier des pénalités individuelles, donc bon, il faut y aller. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec l'ensemble des confrères qui se sont déjà lancés dans la sérialisation, je dois dire que dans ma propre officine, donc j'ai lancé le process il y a peu de temps, mais je l'ai lancé également pour suivre notre propre consigne. En fait, j'essaye de suivre nos consignes. En fait, donc j'attendais jusqu'au moment où on a dit qu'il fallait y aller. Et je ne sais pas trop si ça va me servir à détecter des fausses boîtes. Je pense que non. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça ne perturbe pas la délivrance au quotidien
Donc, c'est invisible, en fait, puisque c'est en même temps que la délivrance. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être pas très utile, mais c'est indolore techniquement. Il y a le sujet de la prise en charge. Donc, il y a des éditeurs de logiciels pour lesquels c'est payant. Malheureusement, c'est de gré à gré. Donc, mis à part les discussions individuelles, on ne peut rien faire sur le plan collectif contre ça. Il y a des éditeurs qui font payer, d'autres qui ne font pas payer. Très bien. Après le second tour des élections législatives qui ont rebattu les cartes du paysage politique français, ne crains-tu pas que de nombreux sujets sur la table soient au point mort pour de nombreux mois? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, la prochaine loi de santé ne jamais voir le jour? Moi, je le crains. C'est quelque chose qui malheureusement est à craindre. Ce n'est pas sûr, le pire n'est jamais certain. Nous avons besoin d'un ou d'une ministre fort pour arriver à mettre en place une politique transpartisane dont on a besoin en réalité. La santé, c'est quelque chose qui doit être transpartisan. Donc, si on arrive à ça, peut-être qu'il y aura une loi de santé, mais elle devra être votée par tous les bancs de l'Assemblée nationale. Si nous sommes au cœur de cette politique santé, nul doute que nous aurons une capacité de conviction, parce que les élus de tous bords ont envie d'écouter le terrain, ont envie d'écouter les bonnes idées qui viennent de la base. Donc, j'ai envie de dire que j'espère que nous allons arriver à ce large consensus. En dehors de ce large consensus, sinon, il y aura manifestement des blocages. En tout cas, la méthode qui était celle annoncée par le président de la République, c'est-à-dire de façon immédiate faire un tour d'états généraux de santé, n'a pas été encore confirmée. Nous attendons le ministre ou la ministre pour ce week-end. Donc lundi, nous saurons qui est à la barre, et à partir de là, je pourrai répondre à la question. Pour l'instant, on sent qu'il y a un flottement. Bien sûr, la mission Brown est terminée, donc le rapport a été donné à la Première ministre. Pendant l'été, l'urgence, c'est les urgences, puisque il faut arriver à trouver une solution à la problématique de l'urgence pendant l'été, à cause du manque de personnel partout dans le système, que ce soit à l'hôpital ou en ville et en officine, comme vous savez. Mais à partir de là, il nous manque le ministre. Et puis, j'espère que ça va, en croisant les doigts, que les gens sauront être raisonnables pour le bien du pays. Et une question qui revient souvent en ce moment chez les pharmaciens, qu'en est-il de la reconduite des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire, justement? Pareil, mais on saura plus vite. Parce qu'en fait, là, il faut une loi pour proroger l'état d'urgence, et il la faut avant le 31 juillet. Donc, nous, j'ai interpellé à plusieurs reprises à la fois le Premier ministre et le Président de la République, en fait, le cabinet du Président de la République, pour dire que c'était nécessaire d'avoir une loi d'état d'urgence sur un certain nombre de points. Nous, ce qui nous concerne au plus haut point, c'est la capacité pour l'ensemble de nos équipes, c'est-à-dire pharmaciens et préparateurs en pharmacie, de vacciner et de pouvoir continuer à tester les Français. Si on nous prive de la moitié des effecteurs, ça va être compliqué. Mais il y a d'autres points, bien sûr, qui sont à l'intérieur, notamment les prises en charge, qui sont à l'intérieur de ce cadre d'état d'urgence, les dispositifs informatiques, vaccins Covid et SIDEP. Donc, la loi doit être promulguée avant le 31 juillet. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Dès la semaine prochaine, nous demanderons en urgence un rendez-vous, un entretien avec le ou la nouvelle ministre pour avancer vite. Alors, Philippe, je te propose maintenant de répondre à la question de Philippe Le Riche, président du syndicat des pharmaciens de l'Orne. Question vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Le Riche, président du syndicat des pharmaciens du 61 de l'Orne.
Bonjour Philippe. La question d'aujourd'hui, devant la remontée des cas Covid et en parallèle des demandes de 4e dose, est-il prévu une réouverture des centres de vaccination? Merci de ta réponse. Au revoir. Alors, je ne sais pas si tu as entendu la question. Oui, Avec la remontée des cas de Covid, est-ce que les centres de vaccination vont ouvrir? Oui, j'ai entendu la question, bien sûr. C'est une question extrêmement légitime parce que dans les tuyaux, avant que le nouveau gouvernement ne s'installe, nous n'avons plus aucun contact depuis l'élection d'Emmanuel Macron et la nomination de ce gouvernement avec le ministère de la Santé. Et ce qui était dans les tuyaux, c'est que si la vaccination était ouverte en population générale, on avait besoin des centres. Et en revanche, si la vaccination était réservée aux populations fragiles, c'est-à-dire 65 ans et plus, et donc patients immunodéprimés, à ce moment-là, c'était le secteur ville libéral qui devait se charger des vaccinations. Donc là, on est encore dans cette phase-là. La vaccination n'est pas ouverte aux moins de 60 ans. Donc, c'est le secteur libéral qui s'en occupe. Il y a un truc qui est par contre dingue, c'est que ça marchait plutôt bien. Les grossistes répartiteurs étaient. J'ai trouvé que la fluidification des commandes des vaccins était au rendez-vous, et avec l'augmentation des demandes liées à l'augmentation des demandes de vaccins, eh bien, de nouveau, il y a des bugs un petit peu partout sur l'approvisionnement. Donc, moi, je l'ai dit à l'assurance maladie ce matin, ce sont de nouveau nos seuls interlocuteurs. En l'absence du ministère, je l'ai dit, il nous faut véritablement une réunion d'urgence des services chargés de la gestion de la crise sanitaire, parce que, de nouveau, il recommence à y avoir des difficultés. Donc, on a cette difficulté-là. Sur les tests, vous avez vu qu'il y a donc les tests qui sont retirés dans certains cas qui est donc pour avoir les passes transfrontaliers. Là aussi, c'est une difficulté. C'est très compliqué d'expliquer aux gens que le test est valable en France, mais pas pour aller en Belgique. C'est quasiment impossible à comprendre et à expliquer à tout un chacun. Donc, on est très clairement en manque d'interlocuteurs. Je vais résumer. Les centres, a priori, il n'y aura pas de réouverture de centres s'il n'y a pas une extension à la population générale de la recommandation de vaccination. Voilà. Alors, on va maintenant prendre quelques questions des internautes. Alors, on avait au début, avant notre intervention, déjà une question de Françoise. La délivrance des autotests au personnel de l'éducation nationale s'est arrêtée le 30 juin. Pouvez-vous me le confirmer? Et qu'en est-il de celle des autotests pour les enfants cas contact à l'école? Alors, le renseignement pris auprès de l'assurance maladie, il a été décidé de continuer le remboursement des autotests pour le personnel de l'éducation nationale et pour les enfants dans les mêmes conditions pour les mois de juillet et août. Mais pour rappel, ce n'est pas, on va dire, l'assurance maladie considère que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, il continue le système, mais les personnels étant en vacances et pas dans l'enceinte de l'école ou des collèges et lycées, eh bien, ils estiment que c'est uniquement pour ne pas interrompre un dispositif que c'est en cours, mais normalement, le personnel de l'éducation nationale devrait avoir des autotests de nouveau à la rentrée. Donc, l'idée, c'est que on va retenir comme règle que ça va continuer sur les mois d'été et surtout à la rentrée, et que si jamais c'est interrompu, nous ferons une circulaire pour prévenir. Donc, en résumé, ça continue. Ça continue, ok. Et une autre question, je vais essayer de la résumer. Donc, pas de négociation possible sur la revalorisation de l'honoraire, mais n'y avait-il pas un deal avec l'assurance maladie lorsque le prix des médicaments baisse, l'honoraire compense pour qu'il n'y ait pas de perte pour les pharmaciens?
Alors, c'est un deal global, c'est effectivement de maintenir la rémunération. C'est pour ça qu'il y a un observatoire de la rémunération. Cet observatoire, il se réunit jeudi, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais des chiffres qu'a la fédération sur le post-médicament, hein, hors Covid, uniquement sur le post-médicament, la rémunération, donc le cumul marge honoraire, est positif sur les premiers mois de l'année, aux alentours de plus 3, plus 4. Donc, ça m'étonnerait que l'assurance maladie soit encline à accepter de négocier. Pour autant, nous avons une inflation qui est à plus 5,8. Donc ça, j'ai mis ça sur la table parce que on ne peut pas se contenter de cette évolution de marché si l'inflation repart trop haut. Donc c'est une négociation qu'on va avoir au niveau de l'observatoire. Et pour rappel, à Jean-François, il y a une négociation en 23 qui est prévue pour justement rééquilibrer la rémunération en honoraire. Très bien. Je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Oui. Merci Philippe. Merci également à Frédéric Leriche pour la question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau 1345 qui sera le dernier tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique avant l'été. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt, à la semaine prochaine.